Nous accueillons aussi Francis Dupuy-Derry, auteur et professeur au département de sciences politiques de l'UQAM. Bonjour Francis. Bonjour. Vous publiez cet automne un essai intitulé La peur du peuple, où vous réfléchissez au fonctionnement des démocraties actuelles et à cette fatigue évidente des démocraties dites représentatives. Essai qu'ont lu pour nous Alain Dubuc, journaliste économique, chroniqueur au quotidien La Presse. Bonjour Alain. Bonjour. Et Philippe Bernier-Arcan, essayiste. On vous doit des ouvrages sur le populisme et l'histoire du Parti québécois. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, entretien croisé, Francis, c'est la première fois qu'on fait ce genre d'exercice. Moi aussi. Merci d'avoir eu le courage d'accepter, d'ailleurs, parce qu'évidemment, Alain et Philippe Bernier ont lu l'ouvrage et vont poser des questions. On peut vous demander d'emblée, qu'est-ce que c'est le peuple pour vous, Francis Dupuy-Derry? Oui, en ouverture du livre, je le définis. Je dis, il y a plusieurs façons de le comprendre, évidemment, comme plusieurs termes en politique, démocratie, nation, peuple, tout ça, ça a des sens divers. Oui. Je dis, il y a cette idée du peuple mythique, celui d'où on tirerait la souveraineté, d'où les représentants tireraient la souveraineté et leur pouvoir. Il y a le peuple identité, donc disons la nation culturelle, mais ça pourrait être aussi le peuple des femmes ou le peuple donc des identités collectives. Oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'appelle le peuple politique, c'est quand les gens se rassemblent et discutent ensemble et délibèrent et manifestent. Ils créent un sujet politique collectif. Et c'est ce peuple-là dont je discute. Oui, dont vous discutez et dont vous dites que les élites ont peur dans certaines circonstances. Elles détestent, méprisent, ont peur, craignent, etc. Ils répriment aussi, évidemment. Oui. Merci et bienvenue à tous. En pleine campagne présidentielle américaine, entre la déception des jeunes partisans d'une certaine gauche aux États-Unis qui se sentent non représentés par les deux principaux candidats, Hillary Clinton et Donald Trump, jusqu'au raté de notre propre structure électorale qui s'appuie sur un système de représentation, la démocratie telle qu'elle est structurée depuis quelques siècles semble s'essouffler. Notre invité Francis Dupuy-Derry, auteur et professeur au département de sciences politiques de l'UQAM, publie justement un essai intitulé La peur du peuple, où vous réfléchissez, on le disait en ouverture d'émission, Francis, au fonctionnement des démocraties actuelles et à cette fatigue des démocraties représentatives. Essai qu'ont lu pour nous Alain Dubuc, journaliste économique, Alain, chroniqueur au quotidien La Presse. Est-ce qu'on peut déterminer que vous êtes plutôt à droite, vous, dans un champ politique, Alain? Ça dépend du champ politique que l'on choisit. C'est-à-dire que il y a la droite morale, il y a la droite sociale, il y a la droite économique. Oui. Donc, si je me situe, si on faisait une espèce de carte, je serais sur le plan des questions morales, je serais à gauche. Même assez à gauche. Sur les questions économiques, je serais carrément de centre-droit. Et sur les questions sociales, je serais de centre-gauche. De centre-gauche. C'est-à-dire quelqu'un qui croit à l'État pour des grandes missions essentielles que sont la santé, l'éducation, la lutte à la pauvreté. Oui. Dans le Wikipédia qui vous définit, puis qu'on peut toujours mettre en doute, on dit par exemple que vous êtes en faveur d'une certaine privatisation des services de santé. Est-ce que c'est vrai? Oui. Je suis en faveur d'une privatisation limitée qui correspond à ce qu'on observe dans les pays d'Europe du Nord. C'est-à-dire que le modèle français introduit ou englobe une activité médicale et hospitalière privée. La Suède le fait, la Hollande le fait, le Danemark aussi. Et donc, il y a introduire une partie d'activité privée pour dynamiser le système sans remettre en cause le principe fondamental d'un système public dont la mission est de s'assurer que tous et toutes ont accès à des soins de qualité, peu importe leur revenu. C'est ça l'idée. Je fais cet exercice pour placer un peu le paysage de votre idéologie à chacun d'entre vous, disons au point de vue politique. Philippe Bernier-Arcan, vous êtes essayiste. On vous doit des ouvrages sur l'histoire du Parti québécois, sur le populisme. Vous vous situez où sur l'échelle de la gauche et de la droite? Est-ce que vous êtes un libéral? Est-ce que vous êtes... Comment vous vous définissez, Philippe? J'aime pas beaucoup me donner des étiquettes à moi-même. Oui. Bon, peut-être pour me prêter à l'exercice, je dirais que je suis plutôt progressiste, mais par rapport au livre qu'on a... Parce que Francis Dupuy-Derry, on dirait, bon, on peut dire que vous êtes à gauche, vous résolument à gauche. On pourrait dire, oui. On pourrait dire ça, Francis. Oui. Extrême gauche, peut-être même. Oui. Est-ce que vous vous définissez comme un anarchiste, vous? Ben, je paye mes impôts, je travaille pour une université d'État, donc c'est un peu embêtant. C'est un peu délicat comme position. Mais je suis très clairement sympathisant. Je milite dans des collectifs qui fonctionnent de manière anarchiste. Donc, parce que c'est une proposition de gauche que vous faites avec cet essai, forcément. Alors, d'abord, il y a un constat. Ils l'ont lu tous les deux, Philippe Bernier-Arcan et Alain Dubuc. Il y a un constat sur... le titre de l'essai, c'est « La peur du peuple ». On le disait en ouverture de première heure. Vous avez défini ce que c'est le peuple. Vous vous intéressez au peuple québécois. Vous vous intéressez à l'érosion des démocraties de représentation. Et vous le disiez, Alain Dubuc, dans vos notes, si on peut disons, résumer grossièrement l'essai, quand même, qui fait plus de 400 pages. C'est un plaidoyer pour une application de la démocratie directe. Tout à fait, oui. absolument. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est de voir
et dans l'histoire et dans l'actualité, avec les mouvements, ce qu'on a appelé les mouvements des places, par exemple, avec le printemps arabe, le printemps érable aussi, Nuit debout en France, ces temps-ci. Occupy Wall Street, il y a évidemment. quelques années, surtout à New York, mais qui s'est déplacé ailleurs dans le monde. Et puis aussi, les apatistes ont leur assemblée régionale ou leur assemblée de village, mais de remonter aussi dans l'histoire pour voir que c'est quelque chose qui est pratiqué par l'humanité régulièrement, de s'assembler pour discuter des affaires communes, prendre nos décisions ensemble. Les Wendat, les Autochtones ici, là, quand les missionnaires arrivent, c'est ce qu'ils constatent. Ils constatent qu'en fait, les Autochtones sont toujours en train de délibérer. Ils disent même que n'importe quel Autochtone délibère et réfléchit beaucoup mieux qu'un bourgeois à Bordeaux ou à Paris, parce qu'ils ont cette habitude-là. Et donc, c'est ça qui m'a intéressé, de retracer cette expérience, cette capacité que les êtres humains, les sociétés ont de se rassembler pour discuter et de mettre ça en tension avec le modèle qu'on nous propose, qui est ce qu'on appelle la démocratie représentative. On dit, on peut pas s'assembler, c'est trop compliqué, on est trop nombreux, les pays sont trop grands, les enjeux sont trop complexes, puis il faut des gens qui... On va élire des gens qui vont nous représenter. Et donc ça, pour moi, c'est pas juste une tension théorique et conceptuelle, c'est un conflit politique, en fait. Pourquoi c'est un conflit politique? Parce que là, il y a des gouvernants et des gouvernés, donc déjà, il y a une inégalité, puis on n'a pas les mêmes intérêts. Et puis dans l'histoire, c'est que c'est des luttes politiques, il y a des gens qui ne veulent pas être gouvernés, qui disent on peut se gouverner nous-mêmes, on peut prendre nos décisions nous-mêmes. Puis il y a des gens qui disent non, pour votre propre bien, on va vous gouverner. Et si vous commencez à vous rassembler, vous risquez d'être turbulent, vous risquez d'être poser un problème pour l'ordre, et souvent ces mouvements-là vont être réprimés. Occupy, par exemple, c'est un très bon exemple. Occupy, on le dit rarement, mais c'est des centaines de villes où il y avait des campements d'Occupy. Comment ça s'est réglé à la fin? C'est la police. C'est-à-dire partout, c'est la police qui est arrivée, qui a dit c'est fini, c'est fini. Qui a détruit les campements temporaires. Votre affaire, c'est terminé. C'était rigolo, vous êtes amusés, etc., mais c'est fini. Et donc, donc ça, c'est un exemple de répression. À un moment donné, les autorités disent c'est bien beau, ils ont discuté, ils ont occupé, ils ont campé, puis maintenant on envoie la police et c'est comme ça que ça se finit. Dans le printemps étudiant, évidemment, il y a une loi qui a été émise par le gouvernement à l'époque, le gouvernement de Jean Charest, qui empêchait les gens de se réunir en grand nombre pour manifester. Établissons deux choses clairement, Francis, avant de donner la parole à Philippe Bernier-Arcan et à Alain Dubuc. D'abord, qu'est-ce que c'est la démocratie directe, concrètement? Comment ça fonctionnerait? Dans un pays comme le Canada? Dans un pays comme le Canada, ça fonctionne déjà, c'est-à-dire qu'il y a des organisations, des gens qui se rassemblent, qui discutent ensemble pour prendre leurs décisions. Donc c'est pas mais c'est des organisations. C'est-à-dire ce n'est pas le gouvernement qui fonctionne de cette façon-là. Non, bien sûr, mais par définition, la démocratie directe, c'est quelque chose que les gens font ensemble à une échelle, par définition, locale. On peut pas rassembler 35 millions de personnes coast to coast et les mettre dans le stade olympique puis dire prendre leurs décisions. Alors comment on pourrait établir un gouvernement qui changerait ou un système politique qui serait différent de celle de la démocratie représentative, là, à l'échelle d'un pays ou d'un territoire comme le Québec? Si vous voulez garder le Canada, parce que vous tenez au Canada, on peut essayer de voir est-ce qu'il est possible d'avoir plus d'espace, plus d'arènes, plus de forums, ce que j'appelle des agoras, plus d'agoras pour que les gens puissent prendre leurs décisions. Après ça, on peut ne pas attendre que le gouvernement nous offre ces possibilités-là. Puis, dans nos espaces citoyens, militants, les syndicats, etc., que de s'assurer qu'il y a plus d'espaces de discussion pour qu'on prenne nos décisions ensemble. C'est ce qu'on appelle, disons, une approche plus horizontale plutôt que verticale de la politique. Puis ce que j'essaie de montrer dans le livre, moi, j'ai emprunté deux termes à la psychologie, c'est l'agoraphobie. Donc, je dis, ça, c'est... L'agoraphobie, ça désigne justement cette peur ou cette haine ou ce mépris envers les gens qui se rassemblent dans une agora. Et j'ai utilisé le terme agoraphobie, j'ai emprunté le terme à la psychologie, parce qu'en fait, j'étais pris, je pouvais pas utiliser le terme antidémocratisme, par exemple, ou antidémocratique, parce qu'en fait, le mot démocratie a été vraiment vidé de son sens, puis maintenant, on a une démocratie représentative, la démocratie moderne, la démocratie libérale, la démocratie directe, la cyberdémocratie, la post-démocratie, la démocratie liquide, fait que ça veut plus un antidémocrate, on sait plus qu'est-ce que ça désigne. Moi, je voulais vraiment avoir une réflexion sur cette capacité qu'on a de s'assembler dans une agora formelle ou informelle, et puis comment ça se fait que ça fait réagir autant des gens, de l'élite intellectuelle, culturelle, économique, politique, et j'ai dit ça, c'est de l'agoraphobie, c'est la peur du peuple assemblé. Alain Dubuc, allez-y. Moi, j'ai bloqué... au sous-titre, en fait. Vous n'avez pas lu grand-chose. Non, j'ai poursuivi, mais j'ai vu pourquoi je tiquais. C'est que il y a quelque chose de passif-agressif dans la caractérisation que vous faites. C'est-à-dire que l'agoraphobie, vous définissez l'agoraphobie comme la haine, le mépris ou la peur du peuple réuni en assemblée. De la part des élites, c'est ça qu'il faut mettre au clair. Mais ça pourrait être dans le peuple aussi. Le peuple peut intégrer cette peur-là. Ceux et celles qui n'appuient pas de façon spontanée et enthousiaste le principe de la démocratie directe, deviennent des agoraphobes et donc expriment par cela même de la haine, de la peur ou du mépris pour le peuple. Et donc, il y a une accusation extrêmement dure envers tous ceux, et ils sont infiniment majoritaires,
qui ne sont pas des partisans de la démocratie délibérative. C'est ça que je veux dire par passif-agressif. Il y a une insulte pour à peu près l'ensemble de la population dans votre façon de voir les choses, quand on peut imaginer qu'il y a des infinités de degrés dans la place qu'on voudrait bien accorder ou qu'on reconnaît à la démocratie participative. Si on se reconnaît pas, autrement dit, Alain Dubuc, dans les gens qui ont composé les mouvements Occupy, par exemple, on est méprisé à votre avis. On est un agoraphobe qui méprise, qui a peur ou qui haït. Francis? Est-ce que j'ai bien... Je pense pas que j'ai déformé mais ce que vous dites. tout à fait, mais je pensais quand même l'avoir argumenté avec des exemples, parce que comme je vais dans l'histoire, ce que je cherche, c'est effectivement aussi, je précise comment fonctionne la pensée agoraphobe, c'est-à-dire que ça part du principe que le peuple, quand il se rassemble, il est plutôt irrationnel, plutôt émotion, passion, donc manipulable par les démagogues, les beaux parleurs, les orateurs. Bon, mais si on prend l'exemple de la campagne présidentielle américaine, prenons quelque chose de concret, Francis. Je vais chercher des exemples concrets dans l'histoire aujourd'hui de gens qui ont dit ça de Occupy, par exemple, ou du mouvement étudiant, ou de Nuit debout, etc., pour dire, c'est des expressions qu'on voit dans les médias, dans les autorités disent arrêtez de faire ça, vous êtes irrationnel, vous n'êtes pas sérieux, vous êtes... Alors que nous, on le serait. Elisabeth Vallet. Moi, ce qui m'a surprise en tant que... J'ai dans mon ADN une tradition de la manifestation dans les rues, avec l'accent que je porte. Et du coup, ce qui m'a beaucoup surprise au moment du printemps érable, que j'ai trouvé extraordinaire, de voir cette génération se mobiliser. Oui, il y avait quelques casseurs, mais il y en avait très peu au fond. Mais ces gens-là, ils croyaient justement, ils représentaient une forme de démocratie. Je trouvais que c'était salutaire, qu'on parle, qu'on explique. Peut-être qu'il y avait une fracture générationnelle. Puis on la voit aujourd'hui, alors qu'en fait, ils avaient mis le doigt dessus à ce moment-là. Et qu'à ce moment-là, les gens autour de moi, qui n'étaient pas dans le milieu universitaire, qui n'étaient pas dans ce milieu étudiant, avaient beaucoup de mépris. Et que ça soit dans la députation, que ça soit au gouvernement, que ça soit les baby boomers. Pour moi, la fracture générationnelle, et pourtant j'aime pas en parler, mais là je l'ai senti. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui faisait que dans mon appréhension du printemps érable, il y avait beaucoup de baby boomers très nostalgiques de leur jeunesse qui étaient beaucoup plus enthousiastes que les étudiants. Mais ils se sont mis nus. Et là, il faut pas non plus mythifier cette crise-là au point de vue social. Mais le mépris était vraiment fort. Moi c'est ce qui m'a dérangé. On pouvait juste le voir comme... De part et d'autre, je vous dirais. On pouvait avoir de l'indulgence pour ces jeunes-là. La gauche peut être parfois très, très méprisante aussi. Philippe Bernier-Arcan. La gauche peut être méprisante parce que depuis tout à l'heure, moi, je ne vois pas un débat gauche-droite. Je ne vois pas un débat conservateur-progressiste. Et c'est très bien illustré dans ce livre. Il y a une critique progressiste de l'agoraphilie. Et même chez les agoraphobes, vous dites très bien, les agoraphobes conservateurs qui peuvent s'inquiéter que les minorités prennent trop de place, et aussi des agoraphobes progressistes qui peuvent s'inquiéter que l'homme blanc hétérosexuel prend trop de place aussi par popularité. Oui. Alors, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est le danger que peut représenter le populisme. C'est-à-dire que le discours populiste va prendre bien souvent les mêmes arguments que le discours agoraphile. Et là, je vois une inquiétude. Et surtout, il ne faudrait pas se laisser berner par voir dans les référendums ou les consultations populaires nécessairement de l'agoraphilie. Ce que je veux dire par là, c'est que Napoléon Ier et Napoléon III ont fait plusieurs plébiscites, mais c'était pas des grands démocrates pour autant. Non. Alors c'est là que je vois une inquiétude. Il n'y aurait pas quelque chose d'un peu irresponsable ou d'inquiétant de la part de mouvements agoraphiles? Ne serait-il pas en train, sans le vouloir, au nom d'objectifs nobles, ne serait-il pas en train de faire le lit à une extrême droite populiste? Elisabeth Vallet, voulez-vous réagir avant Francis Dupuy-Derry, parce que je vous vois avec beaucoup d'émotion. Oui. Moi, je me suis trouvée en plein milieu du Nouveau-Mexique au moment où le Tea Party a commencé. C'était les premières manifestations. C'est un bon exemple, parce qu'on pourrait donner à ça le caractère populaire, là. Sur des coins de rue, en disant, t'es Obama dehors, nos taxes, le gouvernement veut tout nous confisquer. Et en fait, l'erreur qui a été faite, ça a été de les ignorer. Et je pense qu'en fait, le plus gros écueil, quand il y a une expression justement populaire, c'est de pas en avoir peur, mais d'écouter ce qui se dit dans ces mouvements-là, parce que ça va revenir un moment plus tard. Là, c'est 6 ans plus tard, ça revient en pleine face des Américains, et ça s'appelle Donald Trump. Oui, le peuple est pas toujours raisonnable, en fait, Francis Dupuy-Derry. Non, mais de toute façon, c'est pas ça l'objectif. Puis, effectivement, moi, je peux avoir des désaccords avec telle décision d'une assemblée, etc., mais c'est la question de la démocratie directe où les gens s'assemblent pour prendre des décisions, c'est un processus de décision, c'est une façon de prendre des décisions ensemble. Après ça, on peut prendre des mauvaises décisions, quel que soit le mode de décision. On peut décider qu'on a juste
une personne qui prend des décisions pour tout le monde, espérer qu'ils prennent des bonnes décisions, puis des fois, ils prennent des mauvaises, ou on peut tous être ensemble et prendre des décisions, et des fois, elles sont bonnes ou pas bonnes, selon mon avis moral. Tout à l'heure, tu disais, d'un point de vue moral, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue culturel, on n'est pas nécessairement d'accord. Mais moi, ce que je dis, c'est que cette pratique de s'assembler, elle existe. Donc, même si les gens disent le peuple peut pas, ça fonctionne pas, etc., en fait, ça revient toujours, et ça revient souvent quand il y a des crises. Quand il y a des crises, souvent les gens, en Argentine en 2000, ou Occupy, c'est une sorte de crise aussi, les gens ont besoin de trouver des espaces. Et donc là, la tension, c'est qu'effectivement, il y a des gens à droite et comme à gauche qui disent, en fait, c'est mieux d'avoir de la représentation et tout ça, c'est un peu turbulent et brouillon et pas très clair. Il n'y a pas de message unique, souvent on a entendu ça pour Occupy. Il faut un message, il est où le programme, il est où le chef, il est où, bon. Et donc ça, les gens à gauche peuvent aussi reprocher ça. Et puis après ça, la question du populisme, c'est sûr que à l'extrême gauche et à l'extrême droite, il y a une critique du système, des élites, c'est tous des pourrus, c'est corrompu, et il faut réécouter le peuple. Et c'est vrai que là, il y a comme une sorte d'écho entre les deux extrêmes, mais par rapport à l'agoraphobie, l'agoraphilie, la peur du peuple et la démocratie directe, c'est qu'il y a quand même une différence entre le Front national en France ou Donald Trump, etc., qui disent « nous, on est les vrais représentants du peuple », mais qui disent la solution, c'est vous votez pour nous et moi, je vais être le nouveau dirigeant je me suis vraiment fait tout seul et je viens pas de... Anti-establishment. Mais ça, c'est pas du tout de la démocratie directe. Non. Ça, c'est une sorte de sauveur qui vient au nom du peuple prendre le pouvoir et le pouvoir, il va l'avoir pour lui. Et ce qu'on voit souvent, c'est que pour ce que j'en sais, parce que je suis pas spécialiste du populisme, là, je vais pas prétendre que je connais tout là, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a des partis populistes qui jouent sur cette carte, qui en fait à l'interne sont extrêmement hiérarchisés, très autoritaires et qui sont pas du tout dans des pratiques de empowerment populaire, disons. Mais ils se présentent comme les sauveurs, c'est les messies. J'ai une question, c'est que vous présentez. En fait, je me suis interrogé sur le genre de votre essai. Est-ce que c'est un ouvrage scientifique ou est-ce que c'est pas un pamphlet? Parce que de par le ton, mais il y a un élément de manifeste et de plaidoyer. Et donc, il y a un jeu entre les deux. Oui, exactement. Et avec émotion. Et la question que je me posais, c'est que vous décrivez une opposition en deux modèles. Et est-ce que ce sont deux modèles? Ou est-ce que, parce que vous dites aussi, c'est une évidence que le modèle de la démocratie représentative est hégémonique. Tout à fait. Et donc, quel est le rôle de la démocratie participative? Est-ce qu'il peut se substituer ou est-ce qu'il devient une forme complémentaire de gestion de la chose publique? Et parce que les exemples que vous donnez sont en général, il y a toujours une limite dans le temps et dans l'espace. Des exemples de démocratie participative. Et donc, ce sont qui jouent un rôle parfois extrêmement positif, mais qui peut évidemment être récupéré par la démocratie. Est-ce que vous comprenez la question, Francis? Je pense que je comprends. Oui, mais en fait, je l'aborde très rapidement vers la fin. C'est que je dis, en fait, dans les années, et ça on le voit en philosophie politique ou en théorie politique, ou même dans l'actualité politique, c'est dans les années 80, 90, 2000, disons, en Occident, il y a eu effectivement les élites politiques, disons, ont ouvert des espaces et se sont dit, d'un point de vue de la new management, gestion, relations publiques, mais aussi de la consultation, de que les gens sentent qu'ils ont une voix, ça va être peut-être plus efficace même d'intégrer des éléments de participatif. Et on a ça au Québec, on a ça dans il y a des espaces où effectivement la population peut aller exprimer son avis, etc. Et donc ça, c'est une sorte d'arrimage entre une démocratie, disons, plus représentative, élitiste, et des espaces où les gens effectivement peuvent participer. Puis après ça, là, il y a des débats, est-ce que c'est une sorte de consultation un peu, est-ce que c'est de la poudre aux yeux ou est-ce que ça va vraiment avoir une influence? Ça, chaque arène doit être étudiée spécifiquement par rapport à ça. Dans certains pays occidentaux, par exemple, on a recours plus régulièrement à des référendums. Il y a la question, en Suisse notamment, bien sûr. Oui, est-ce que vous voyez ça comme un moyen intéressant? Le référendum, c'est quelque chose où le peuple peut s'exprimer plus directement par définition, mais c'est pas ce que je regarde. Moi, je regarde vraiment la pratique de s'assembler dans les rues, dans les places pour discuter. Le référendum, c'est pas exactement ça. Il y a quand même une journée où on va mettre et la question est posée généralement par l'élite. Puis après ça, il y a plein d'enjeux comme en Californie, par exemple, où on voit que les campagnes sont tellement investies par des ressources financières démesurées pour des camps qu'évidemment, c'est pas un grand processus délibératif, disons. Philippe Bernier-Arcan? Alors, si je vous comprends bien, le référendum est un outil qui apparaît de démocratie directe, mais qui n'en est pas vraiment un. Alors, on pense au Brexit, par exemple. Ça, c'est un bon exemple. Oui. Alors, j'imagine que c'était, en fait, une façon de redonner une souveraineté supplémentaire qu'on allait retirer à l'Europe pour donner plus de pouvoir à un Parlement. Donc, ce que vous appelez une aristocratie élective, une aristocratie élue. Maintenant, c'est curieux, tout à l'heure, vous avez donné comme exemple Donald Trump.
Trump ou le Front national en France, mais est-ce que vous n'auriez pas pu faire exactement la même phrase avec des Jean-Luc Mélenchon qui disent qu'ils s'en aillent? Absolument, tout à fait. Puisque ce sont des gens qui tiennent un discours anti-élitiste, mais qui par ailleurs veulent se faire élire au sein d'une démocratie représentative. Donc, ne serait-il pas justifiable et ne serait-il même pas souhaitable de chercher tout discours anti-élitiste dans une démocratie participative, puisqu'il est dangereux, puisqu'il mène au populisme? Bon, Francis Dupuy-Derry, je vous dis qu'il reste 1 minute au segment. Ça, c'est de la censure, Mais non, c'est le bulletin d'information. Non, mais moi, mon point de vue par rapport à la récupération, c'est sûr qu'on peut pas... C'est sûr que c'est très difficile de dire... On critiquera pas, par exemple, à l'extrême gauche le capitalisme parce que, disons, l'extrême droite dit aussi le capitalisme néolibéral détruit les nations. Puis là, on nourrit. Là, après ça, on est complètement soumis à l'agenda d'autres acteurs, puis on se muselle. Je pense qu'il faut pouvoir porter des critiques, mais en les nuançant. Ce que j'ai essayé sur 300 pages, c'est justement de distinguer les choses et de dire que c'est pas du populisme. Mais c'est vrai qu'à l'extrême gauche, je parle de Podemos, par exemple, je parle de Hugo Chavez. Ils ont joué le jeu du peuple, mais... Émilie Dubreuil, il reste 23 secondes. Qui voudriez-vous qu'il lise votre ouvrage? À qui s'adresse ça, c'est la question piège. Généralement, les auteurs disent tout le monde. Il y a la Bible qui était le best-seller tout à l'heure. J'aimerais être deuxième, mais il y a peu de chance. Vous êtes un gourou. Oui. Non, je penserais pas. J'espère pas. Chez Lux Éditeur. Merci beaucoup à Alain Dubuc et à Philippe Bernière-Camp.